Nous allons faire cette session traditionnelle, qui est donc en général très intéressante. Elle est filmée pour ceux qui n'ont pas pu, pour différentes raisons, y assister. Donc nous allons parler à travers des startups, donc des gens qui ont des idées, et qui sont en général avancés, hein, quand même. C'est pas au stade juste du projet. On a toute l'année avec Raphaël, avec qui on cherche toujours des idées nouvelles et de ce qui se passe, justement pour parler du futur. On cherche et on identifie des gens qui font des choses qui comptent ou qui vont compter. Et donc, on a choisi de vous présenter 4 interventions. Une sur le défibrillateur connecté au smartphone. C'est une start-up, un traitement du rétrécissement aortique par ultrason, qui est aussi quelque chose qui est tout à fait dans les tuyaux pour demain et même presque aujourd'hui. La prévention durable au cœur du suivi post-SCA, c'est DISUAX, donc ce sera présenté par l'équipe de Bordeaux. Et puis enfin Tachycard, donc aussi de la rythmologie, qui est une société qui aussi monte et qui va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et ce qui va sûrement être dans les tuyaux pour demain de plus en plus. Alors on va commencer par ce fameux défibrillateur connecté au smartphone et on va donner la parole à Pierre-Henri Cadet. Voilà, donc merci. Merci de vous accueillir. C'est un honneur d'être présent dans une docte assemblée. Donc je vais essayer de vous dire en quelques plaques l'objet de notre développement, de nos recherches. Alors, la technique a ses limites, c'est assez classique, pourtant. Voilà. Nous travaillons avec une start-up dont on vous dira quelques mots lors de cette présentation sur le défibrillateur de poche. Alors la structure s'appelle Impulse et le défibrillateur s'appelle également Impulse. Je passe très vite sur les déclarations de liens d'intérêt potentiel. Nous n'en avons pas, évidemment. Alors la mort subite peut être présentée d'abord sur les définitions de la mort subite. Au XVIIIe siècle, un certain Morgani, un Italien, définissait la mort comme quand elle survient tout à coup chez un individu qui semble en bonne santé ou dont la maladie ne faisait pas craindre une fin si prompte. Ça a été revu, ou en tout cas proposé différemment en 1970 par l'OMS. Et là, l'OMS fait intervenir un aspect cardiaque, un décès naturel d'origine cardiaque survenant dans l'heure qui suit le début des symptômes chez un individu avec ou sans maladie cardiaque connue. Et plus traditionnellement aujourd'hui, on parle d'une mort subite de manière imprévisible, dans un délai inférieur à 24 heures après le début des symptômes, et bien sûr en l'absence de cause extérieure, traumatisme, intoxication, etc. Vous savez certainement qu'il y a beaucoup de morts subites dans le monde. On en recense à peu près 5 millions chaque année dans le monde, hors contexte hospitalier, c'est-à-dire des gens qui décèdent en dehors de l'hôpital. 5 millions dans le monde, 40 à 50 000 en France. L'étiologie de ces morts subites sont en cardiologie très connues: cardiomyopathie ischémique, cardiomyopathie hypertrophique, dilatée ou non, myocardite, dysplasie arythmogène du ventricule droit, hypertrabiculation ventricule gauche et les canalopathies. On a exclu bien sûr les BAV et le rétrécissement aortique qui ne concernent pas des troubles du rythme. Dans toute cette étiologie, il y a dans 84% des cas des arythmies ventriculaires graves, essentiellement fibrillation ventriculaire. 80% de ces morts subites sont à domicile. En France, le taux de survie est seulement de 5%. Donc, après ces arythmies ventriculaires, bien sûr, ce sont les gestes qui sauvent qui vont permettre d'intervenir. Une petite plaque historique pour parler des tentatives de réanimation. Déjà au XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, il y a eu beaucoup de tentatives de réanimation de patients en état de mort apparente. Alors c'est l'époque où l'électricité, bien sûr, n'existe sous forme électrostatique. Ce sont des machines dites électrostatiques. Alors on fait des essais sur des personnes pour envoyer des impulsions électriques, ce qui ressemblerait à des impulsions électriques. Et on voit arriver à ce moment-là
un Hollandais qui s'appelle Munchenbroek et qui lui se dit « Tiens, je vais essayer de mettre l'électricité dans une bouteille et de cette bouteille, je pourrais redispenser une charge électrique. » Ça s'appelle la bouteille de Leyde, et cette bouteille de Leyde, eh bien, c'est bien sûr l'ancêtre du condensateur, lequel condensateur est un des éléments fondamentaux pour l'usage d'un défibrillateur. Alors le défibrillateur moderne, bien sûr, ça existe, vous le savez, mais il n'est pas toujours accessible. Il est parfois inopérant. Une publication commerciale a été faite il y a quelques mois, dans laquelle il est émis l'hypothèse que 30% des défibrillateurs qui sont dans le domaine public seraient inopérants au bout d'un certain temps. Les batteries ne sont pas changées, le service après-vente n'est pas fait. Donc c'est un sujet intéressant. En France, on recense simplement 2 défibrillateurs pour 1000 habitants. C'est un appareil qui est coûteux, environ 1 500 €. Et c'est aussi un appareil qui est un peu effrayant pour certaines personnes. Les gens non expérimentés peuvent être mal à l'aise pour la mise en œuvre. Alors dans la communication précédente, il y a eu du juridique, et bien il y a aussi un petit peu de juridique qui a ouvert l'usage du défibrillateur à toute personne sans obligation de formation médicale. Ça, c'était en 2007. Et en 2018, on rend l'implantation et l'installation de défibrillateurs automatisés dans certains établissements qui reçoivent du public, en général plus de 300 personnes. Et l'article 5233-1 du Code de la santé assure une protection juridique de l'utilisation des DAE. C'est-à-dire que si une personne blessée ou crée un traumatisme quelconque à la personne qui est en réanimation, il n'y aurait pas d'intervention juridique. Alors, le défibrillateur, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Il y a aussi un défibrillateur dont on parle peu et qui vient de faire l'objet d'une étude intéressante. C'est la Life Vest. La Life Vest, c'est une veste que portent les patients qui ont des risques de mort subite. Et il y a une étude allemande qui est un registre, en fait, une large cohorte, puisqu'il a quand même 19 500 patients dedans. Et cette étude montre qu'il y a un risque important d'arrêt cardiaque soudain lors des cardiomyopathies et lors de la mise en place du traitement. J'ai mis en rouge c'est la conclusion, une des conclusions, impérieuse nécessité de protéger les patients à haut risque dès les premières étapes de l'optimisation thérapeutique. Donc la place du défibrillateur est de plus en plus importante dans ces maladies cardiaques. Alors quelle est la solution qu'InPulse propose? Donc un défibrillateur de poche qui est plus intelligent, plus économique. La mise en œuvre, c'est simplement 2 gestes. Arracher les électrodes, les coller sur le thorax ou les poser sur le thorax, c'est tout. Le système fonctionne avec une batterie autonome de 4 ans, non rechargeable, donc c'est une longévité de l'appareil de 4 ans. Le choc est dispensé en moins de 30 secondes, c'est assez classique dans les défibrillateurs. L'énergie dispensée, c'est 160 joules, une forme biphasique qui est aussi très classique. Et nous sommes connectés à un smartphone, lequel smartphone procédera à l'appel d'urgence, le 15, le 112, le 18, peu importe. La localisation sera faite et en plus on engagera une maintenance préventive, c'est-à-dire s'il y a un dysfonctionnement susceptible d'intervenir sur l'appareil, on pourra effectivement le cibler et nous-mêmes intervenir. Et nous disposons de 2 brevets qui ont permis donc le développement de cet appareil. Alors, nous développons avec INRIA à Sophia Antipolis un nouvel algorithme de recueil. Vous savez que chaque minute qui passe, c'est des quantités de possibilités de sauver une vie qui sont très importantes. Un des aspects très importants des défibrillateurs externes ou implantés, c'est de pouvoir recueillir l'information d'arythmie le plus rapidement possible. Alors nous avons développé avec INRIA, donc Sophia Antipolis, un modèle basé sur l'intelligence artificielle qui nous permettra, j'espère, de diagnostiquer l'arythmie ventriculaire formelle en moins de 2 secondes. Donc on peut imaginer que c'est une personne qui fait un malaise, qui est allongée dans la rue, eh bien tout simplement qu'on aura 2 électrodes et très très rapidement, si la fibrillation ventriculaire est engagée, on pourra également engager le choc électrique. C'est un petit appareil, donc qui dit petit appareil impose des électrodes plus petites. Donc nous développons avec l'Université de Lorraine à Nancy, l'Université Jean Lamour, de nouvelles électrodes de petite surface que l'on peut schématiser en graphite noir de carbone. Alors, ces électrodes ont un avantage très important par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est d'une conductibilité nettement supérieure à ce qui existe. Les électrodes du marché sont en général à base d'étain, et donc une conductibilité beaucoup plus importante. Et nous avons fait des tests, nous avons la chance de pouvoir procéder à des tests auprès du plateau de Saclay, École Polytechnique et Normale Sup. Alors notre équipe, c'est une petite équipe de 3 fondateurs dont je fais partie, Guillaume Pétria qui est avec moi, et Thierry Tiby qui est un
un cardiologue, rythmologue, qui est un de vos anciens confrères, puisqu'il a été à l'hôpital de Cannes comme chef de service pendant longtemps, donc il a participé aux activités scientifiques avec vous. Et nous sommes accompagnés par une spécialiste en marketing, un vice-président des ventes et marketing pour pouvoir diffuser les choses, et un chargé de communication, c'est un jeune étudiant qui nous aide bien sûr au développement des shows. Alors pour réaliser tout ça, il faut bien sûr s'asseoir avec un comité scientifique. Alors vous connaissez les grands noms de la rythmologie actuelle en France. Eh bien, nous avons la chance d'avoir dans notre équipe, dans le comité scientifique, des gens d'importance, professeur Marie Jon, Pascal Defaille, Claude Mariottini à Saint-Laurent-du-Var, Gilles Serrier à Toulon, Jean-Claude Deharoux à Marseille et Étienne Alliot qui a accepté de nous rejoindre. Et Étienne Alliot est un des moteurs essentiels pour la recherche sur la mort subite en France. Associés à ces cardiologues, nous avons des urgentistes, un Belge qui est le docteur Bodson de Liège, le docteur Dame est à Rouen et le docteur Jost est un des médecins réanimateurs auprès des pompiers de Paris. Il fait partie des pompiers de Paris. Et pour développer des choses un peu complexes sur le plan électronique, nous avons une association avec l'Université de Liège en Belgique, Université de sciences appliquées. Alors voilà quelques exemples de notre défibrillateur qui peut être auprès d'un accès ascenseur, dans la trousse du médecin, bien évidemment. J'ai oublié de dire sur les diapositives précédentes, qu'il pesait 300 grammes. Donc c'est un petit appareil. On peut le transporter bien sûr sur un drone, c'est très à la mode aujourd'hui. Enfin, il y a 1000 situations et bien sûr à domicile, puisque 80% des morts subites peuvent se produire à domicile. Donc pour terminer, nous avons eu la chance en janvier 2025 d'être accompagné auprès du congrès Made in Tech 2025 à Paris. Et vous avez sur cette diapositive l'ancien ministre de la Santé démissionnaire qui nous avait fait l'honneur de tester, de manière artificielle bien sûr, le matériel sur un mannequin. Donc notre objectif, notre mission et votre mission, c'est de donner à tout témoin d'un arrêt cardiaque le pouvoir de sauver une vie. Et je termine sur cette diapositive. Donc de la fibrillation ventriculaire au rythme sinusal, l'intermédiaire qui s'imposera, ce sera, j'espère, le système InPulse. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a des spécialistes de la mort subite. Non, tu n'as pas une question sur le sujet? Moi, j'en aurais une. Ouais, parce que le docteur Guérois a développé à Cannes la diffusion des défibrillateurs dans l'espace public. Et en fait, bon voilà, nous on a un petit peu aussi travaillé à Aix sur justement ces conseils. On a pu le faire aussi. Bon, on a compris qu'il y a un problème de disponibilité et puis, quelque chose de petit est dans la poche. Bon, est-ce que ça peut être vraiment dans la poche? On a vu les différents endroits où ça pouvait être. Alors, question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous reste qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté et qu'est-ce qui vous reste à franchir pour pouvoir commercialiser ce produit? Alors nous avons finalisé le prototype, donc le prototype est finalisé. Nous rentrons dans la phase pré-industrielle, il va falloir trouver des solutions pour les circuits électroniques et toute la circuiterie électronique. Nous sommes opérationnels, les choses sont finalisées. Je vous disais tout à l'heure, l'élément essentiel d'un défibrillateur, enfin un des éléments essentiels, c'est le condensateur. Donc on sait aujourd'hui trouver sur le marché des petits condensateurs, mais pas de très petits condensateurs. Pour faire de très petits condensateurs qui peuvent stocker une énergie aussi importante, on travaille avec 2000 volts à peu près, 2000 volts à partir d'une batterie de faible tension, donc de 4 à 5 volts. Donc il faut des condensateurs très particuliers. Pour cette première série que nous produirons, c'est un condensateur du marché, ce sont des condensateurs du marché, qui autorisent quand même une très faible épaisseur du système, de l'ordre de 2 cm. Si je peux compléter, ça c'est le défibrillateur. Donc il est validé en laboratoire. Donc ce qui nous reste, c'est valider nos électrodes en faisant des essais précliniques. Et c'est industrialiser, c'est-à-dire le produire de manière industrielle pour ensuite avoir le marquage CE sur un dispositif qu'on peut commercialiser. Et donc ça, il reste 18 mois. Donc notre enjeu majeur, là, c'est de clôturer notre levée de fonds pour faire tout ce qu'on a dit. Ils sont là. Et vous les collez. Donc ça, c'est des électrodes du marché. Il nous reste à les prototyper et les valider. Ouais, on arrache des deux côtés, et on pose. Et Jacques, dans ton expérience, ça serait quelque chose qui n'est pas encore, donc c'est encore un rêve, mais bon, qui devient réalité. Ça te paraîtrait quelque chose d'utilisable mieux que ce qui existe déjà? Est-ce que ça apporte une valeur ajoutée?
Avoir à disposition un appareil de faible volume, donc ils peuvent disposer et dont ils savent se servir, c'est vraiment rentrer chez les gens. Et comme il a dit, 72% des gens décèdent à domicile avec quelqu'un à côté d'eux. Et ça, c'est pas un appareil qui est réputant à utiliser. Voilà, c'est la simplicité même. Alors que les descendre dans la propriété chercher un appareil, voilà. Donc beaucoup de personnes pourraient faire leur acquisition. Donc, tu parles de la diffusion, y compris donc dans des domiciles. Est-ce que c'est faisable? Aujourd'hui, quand on veut un appareil à domicile, c'est au moins 1 000 €, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, hein, au moins. C'est ça? Les appareils actuellement sur le marché sont à en gros 1 500 €. Hein, voilà, avec en plus renouvellement bon, de temps en temps. Quel serait le prix de cet appareil? Est-ce que c'est quelque chose qui deviendra accessible ou c'est pareil? On a un projet de commercialisation avec un achat de l'ordre de 290 € plus un abonnement mensuel. Ah, il y a un abonnement quand même. De 35 € par mois. Voilà. Combien? Donc, en fait, 35 €. Mais donc ça, l'idée, nous, c'est les premières cibles, ce sont les entreprises. Parce qu'en entreprise, il y a la moitié des salariés qui ne savent pas où est le défibrillateur. Et donc, il y a des salariés qui sont à risque. Tous les salariés sur les chantiers, ceux qui font les travaux électriques, ceux qui travaillent sous la chaleur, qui prennent des lourdes charges. Donc, tout ça, les entreprises sont intéressées. Et du coup, nous, l'idée, c'est que l'entreprise ait des grands volumes. Quand je dis entreprise, je peux l'étendre aussi à l'armée. Donc, l'idée, c'est que par le volume, on diminuera beaucoup le coût. Donc, c'est d'arriver dans l'ambition, c'est d'arriver à moins de 500 € dans quelques années. Il y a un autre problème, c'est les vols. Hein. Quand plus c'est petit, plus ça peut disparaître, être volé. C'est tracé. Comment vous avez quoi pour ça? Alors je crois que le prix est un élément sûrement important, mais nombre de cardiologues, et vous en êtes sûrement, ont proposé à leurs patients d'acheter des montres connectées. Et il y a beaucoup de patients qui, sur les conseils du cardiologue, ont acheté des montres connectées pour suivre, par exemple, une évolution de FA ou une potentielle FA à venir. Une montre connectée, c'est 300 à 500 €, et les patients n'ont pas l'air, pour une partie d'entre eux en tout cas, de poser de problème. Donc je crois que l'aspect prix doit être peut-être révisé dans la psychologie. Sur l'aspect pratique, parce que là on nous montre un outil qui a l'air merveilleux, est-ce qu'il y a une communication entre l'outil et l'individu qui l'utilise? Oui. Est-ce que l'appareil parle? Parce qu'un défibrillateur automatique, normalement, a une communication. Est-ce qu'il y a des voyants qui montrent qui est allumé? Est-ce qu'on sait ce qui est en train de faire? Parce que pour l'instant, l'objet que j'ai sous les yeux, effectivement, j'ai du mal à avoir ces informations. Alors, ça a été testé auprès de 70 personnes non formées. Donc, en fait, il ne parle pas. Il y a des lumières, il y a du son. Et il y a des informations sur les opercules. Donc, c'est le strict minimum. Il sera certifié pour des personnes non formées. Et donc, les personnes non formées, elles veulent juste bien faire. Donc, elles lisent mot à mot et elles appliquent ce qu'il y a sur les électrodes. Et elles ne se sont pas trompées du tout. Je dis ça parce que quand on assiste à un arrêt cardiaque, on voit tout ce que c'est. Nous, on est tous des professionnels et c'est toujours une situation de stress très intense qui fait que prendre la notice et la lire, c'est probablement une source de difficulté. Et je pense que les gens ont peut-être besoin d'être guidés par une voix qui les conseille, qui leur dit les choses. Bon. Oui, c'est un choix que nous avons fait parce que... Attendez, on l'a testé. Et oui, nous, l'ambition, c'est que c'est le stylo des diabétiques, quoi. C'est qu'on a clairement à communiquer sur le fait que c'est un défibrillateur, qu'il est aussi performant que les gros. Déjà, Pierre-Henri a été rapide, mais on est moins de 30 secondes en réduisant la taille du condensateur. C'est un sacré défi technologique. Donc, notre concurrent qui fait à peu près la même taille est beaucoup plus lent, quoi. Donc, l'idée, c'est que les personnes connaîtront l'objet, quoi. On sait qu'on le décolle, on le pose. Donc, il y a rien. C'est comme hyper simple. Donc, il est clair que vous aurez vraisemblablement des vidéos d'usage en amont que les gens sachent l'utiliser s'ils en avaient réellement besoin. On peut imaginer des formations. On peut mettre des formations en 15 minutes des personnes avant l'acquisition dans les entreprises. Mais après, si jamais l'audio est nécessaire, on pourra l'implémenter dans le futur. Mais là, en tout cas, dans les tests qu'on a vus, c'était pas forcément nécessaire. Et ensuite, il y a le téléphone. Le téléphone, on peut l'appairer facilement. On n'a pas de recul. Le téléphone appelle des secours. La discussion avec le 15, c'est quand même essentiel. Autre question, est-ce que c'est un appareil qui peut délivrer un choc, plusieurs chocs?
en fonction de l'évolution du patient à l'issue du premier choc. Ah oui, on peut. Alors, en début, on peut en minimum 6. D'accord. Quand il est neuf, il peut en faire plus de 20. D'accord. Et le téléphone, quel est son rôle? Et après, il y a une question de Jacques Gauthier. Le téléphone, quel est son rôle? Parce qu'on avait vu l'histoire, enfin, il est mis en avant dans votre promotion, le smartphone. Moi, on sait même que ça pouvait être lié. Quel est le lien avec le smartphone? Déjà, le dispositif fonctionne sans. Donc même s'il n'y a pas de smartphone. D'accord. Mais si le téléphone est relié, on peut le relier au dernier moment parce qu'il y a du NFC. Donc on le pose, il est relié. À ce moment-là, les téléphones, il l'aident. Donc il appelle automatiquement les secours, il envoie la géolocalisation, et ensuite il montre des images qui aident. Ça, c'est la fonction dans l'urgence. Ensuite, après, il peut récupérer l'enregistrement ECG pour les diffuser au service de secours. Donc ça sera paramétré en fonction des pays. Et ensuite, sur le téléphone permet à accéder aux données qui sont dans le cloud. Et dans le cloud, il y a toute la maintenance préventive. Donc on sait, nous, à distance, le niveau de la batterie, l'intégrité de l'appareil. Voilà. Donc c'est une fonctionnalité additionnelle, une aide additionnelle. D'accord. Alors, il y a deux questions, peut-être une là, Oui, et après une là-bas. quand on informe les gens des gestes qui sauvent, qui est quand même une chose importante, on s'adresse à des populations qui ne sont pas forcément dans l'esprit coronarien ni d'arrêt cardiaque, formés du public pas formé. Voilà, donc leur apprendre les gestes qui sauvent à quiconque. C'est ce qu'on fait régulièrement dans les villes. Or là, je pense que c'est pareil, ça reste plutôt à des gens qui sont déjà en pré-risque, c'est-à-dire à des coronariens. Je veux dire, je pensais que c'était un petit peu ça l'idée. C'était que les arrêts cardiaques, je ne parle pas des tout venants, mais très souvent, ce sont quand même des coronariens. Et je pense que ça apparaît dans sa simplicité. Ça reste plutôt à des familles coronariennes où le risque de mort subite est plus connu que dans le tout venant. Je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que c'est une... Oui, c'est notre. On peut imaginer que c'est une cible de population. dans un premier temps, ce sera sans doute une approche évidente, mais l'important, c'est la démocratisation, que tout individu puisse bondir, si j'ose dire bondir, sur une personne qui fait un malaise, un arrêt cardiaque et poser 2 électrodes. C'est un objectif. Aux États-Unis, dans certaines villes, on récupère quand même 40% de morts subites cardio-respiratoires, en moyenne 10% aux États-Unis. Et à Seattle, qui est la ville phare aux États-Unis, 40%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de défibrillateurs, il y a beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage du massage cardiaque. Est-ce que vous avez prévu de le tester en vie réelle, Oui. par exemple dans des hôpitaux où il y a des arrêts cardiaques, dans des services d'urgence ou de réanimation, où il pourrait être utilisé à la place d'eux dans des études? Alors, on s'est interrogé sur la bonne façon. Alors, bien sûr, il y a l'expérimentation animale qui va démarrer bientôt, mais l'application humaine en milieu hospitalier, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce qu'en laboratoire d'électrophysiologie, on induit de moins en moins une fibrillation ventriculaire. Mais on en induit encore quelques-unes. Donc le fait d'en induire nous permettra de valider, puisque ce sera une induction volontaire de la part des médecins, de tester l'efficacité du matériel. Mais ça, c'est une corde raide, parce que je crois que de moins en moins maintenant, il y a je pense que Jérôme Taïeb... Vous trouverez des hôpitaux pour... Il y a beaucoup moins d'induction. Vous trouverez des hôpitaux pour tester votre produit, je pense, en vie réelle, versus un défibrillateur déjà avec établi. Je pense que pendant les argument. ablations de TV, on a quand même assez souvent besoin de choquer les patients. Hein, donc, et ça sera pour vous, ça peut tout à fait être utilisé en parallèle. On essaye votre appareil à quelques secondes d'intervalle. À quelques secondes d'intervalle, et c'est pas très... je pense que vous pourrez trouver des patients. Hein. Une question supplémentaire, allez-y. Non, mais c'était juste... en fait, vous avez répondu... du coup, on n'a pas on ne connaît pas l'efficacité pour l'instant. Il n'a pas été testé sur des humains. Pas encore. Donc l'efficacité de la défibrillation, pour l'instant, on ne la connaît pas. C'est un prototype. C'est bien ça? En fait, on est équivalent. Donc en fait, on fait exactement la même impulsion électrique que les défibrillateurs grand public aujourd'hui, le Philips, le Schiller. Et après, je pense que le point fort aussi, ça serait effectivement la transmission des tracés, parce que, je ne sais pas, nous, on a beaucoup de difficultés, par exemple, à récupérer certains tracés des défibrillateurs automatiques ou semi-automatiques de ville ou de SAMU. Ils n'arrivent pas à nous imprimer ou à nous faire passer les tracés. Et c'est embêtant parce que parfois il y a des gens qui sont choqués sur de la torsade sur une hypokaliémie et d'autres qui sont choqués sur de la TV soutenue, monomorphe, et la prise en charge est complètement différente. Tout ça, ça sera des applications qui seront peut-être upgradées pour implémenter l'outil, bien sûr, pour enregistrer, etc. On va être obligé de couper ce débat passionnant pour passer au deuxième sujet. On va inviter le professeur Emmanuel Messas,
qui nous fait le grand honneur d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'une valvulopathie. Pour parler de la valvulopathie aortique et plus particulièrement du rétrécissement aortique, dont vous savez que beaucoup de thérapeutiques entre la chirurgie et les TAVI sont assez concurrentielles et en pleine vogue. Et là, on va parler des ultrasons de la lithotricie, on peut dire, casser le calcaire directement à travers le thorax. Alors, professeur Messas, je vous laisse nous faire votre présentation pour ensuite discuter. Merci beaucoup pour votre invitation. J'étais très impressionné par la première présentation. Je pense qu'il y a un très gros potentiel. Merci. Donc voilà, on va parler du rétrécissement aortique et donc effectivement, ultrason rêve ou réalité. Et c'est vrai que là, on a beaucoup avancé puisque c'est à peu près 10-15 ans de travail déjà sur cette modalité. Voilà, j'ai des liens d'intérêt puisque je suis cofondateur de la start-up qui s'appelle CardiaWave. Je vais revenir sur notre statut de PUPH qui nous permettent maintenant, avec la loi Allègre et la loi Pacte, de cofonder des start-up, ce qu'on appelle les spin-offs des universités et de l'hôpital. Donc voilà, pour revenir sur la sténose aortique, on le sait tous, c'est les moderates. Alors, en anglais, on dit moderate, beaucoup traduit modéré, mais c'est moyen. Donc, c'est des surfaces aortiques, sténose aortique moyenne, de 1 à 1,5 cm². C'est 5 millions de patients aux États-Unis et en Europe. Et on sait que pour l'instant, le standard of care, c'est de ne rien faire et de regarder. On va voir que les choses évoluent, on le sait. Mais pour l'instant, c'est de ne rien faire. Les sténoses sévères, c'est 3,5 millions de patients en Europe et aux États-Unis. Et là, bien sûr, le standard of care, quand c'est symptomatique, eh bien, c'est la chirurgie ou le TAVI. Mais malgré tout, il y a plus de 200 000 patients qui sont sévères aux États-Unis et en Europe, et qui ne peuvent pas avoir le TAVI. On va le voir pourquoi, ou parce qu'il y a des calcifications extensives, ou parce qu'on a vu que les résultats, par exemple, sur la bicuspidie, ne sont pas si bons qu'on le pensait, ou parce qu'il y a des comorbidités qui fait que ça devient compliqué de voir quelque chose d'interventionnel. On sait que c'est des discussions qu'on a tous les jours dans les heart teams. Est-ce que c'est raisonnable d'aller faire une intervention? Eh bien, finalement, on se retrouve à peu près à 200 000 patients qui n'ont ni le TAVI ni la chirurgie. On sait aussi que la tendance maintenant, c'est d'essayer d'aller même chez les patients asymptomatiques avec une sténose sévère. On a vu les résultats un peu controversés de Early TAVR qui sont positifs, mais bon, avec pas mal de limites. Mais on voit que la tendance maintenant est d'aller chez les patients moins graves. Et qui dit les patients moins graves, dit qu'ils font un rapport bénéfice-risque en faveur de l'intervention. Et donc c'est là où on va pousser vers des techniques moins invasives, moins risquées, puisqu'on va sur des patients qui ont une histoire naturelle beaucoup moins risquée que les patients qu'on traite actuellement. Et on voit les discussions. Est-ce qu'on est pour, on est contre? Est-ce que on est pour parce qu'on sait que si on laisse les choses, ça va mal se passer? On est contre parce que malgré tout, c'est quelque chose d'invasif sur une histoire de la maladie qui n'est pas si grave que cela. Et donc, on est allé maintenant carrément, et vous le savez tous, sur des études maintenant de TAVI chez les moderates, chez les patients avec des sténoses moyennes de 1,5 cm². Mais si on regarde dans ces 3 études, à chaque fois, c'est avec des comorbidités, avec l'insuffisance cardiaque, avec des dysfonctions ventriculaires gauche. Et donc, c'est des patients déjà graves, et la plupart du temps, en insuffisance cardiaque. Et on a vu des résultats qui sont pour l'instant pas extraordinaires sur cette première étude de moderate avec TAVR. Et donc l'idée, c'est qu'on s'est dit, il y a la recherche maintenant d'une place, d'une technique qui serait complètement non invasive, on ne rentre rien dans le patient, qui est prothétique free et qui pour dire on ne va pas passer d'une maladie de la valve native à une maladie de la valve, la diaboprothèse, on garde la valve native, on a un risque minimal sur la procédure et bien entendu on ne va pas réussir à faire la même chose que le TAVI ou que la chirurgie, mais on va améliorer l'ouverture de la valve aortique et on sait que vous améliorez de 0,1, de 0,2 cm² la valve, vous améliorez le pronostic et les symptômes des patients. Et donc c'est ce qu'on s'est dit et on a voulu développer une technique que je vais maintenant décrire pour essayer d'améliorer l'ouverture de la valve aortique de façon significative, améliorer les symptômes et on l'espère le pronostic des patients. Donc voilà, c'est une machine qui a été développée complètement par une boîte qui s'appelle donc CardiaWave, qui est une boîte française avec des physiciens, des ingénieurs et des médecins. Et vous avez en fait une sonde d'échographie et au centre de cette sonde d'échographie, on a des transducteurs qui envoient des ultrasons de haute fréquence et de haute énergie et qui vont faire ce qu'on appelle, je vais revenir dessus, la cavitation, qui vont créer des bulles de cavitation comme on le fait pour le shockwave sur les plaques coronaires et qui vont avoir pour but non pas de décalcifier la valve, mais plutôt de ramollir la valve afin que la valve s'ouvre mieux. La thérapie, ça dure 1 heure, 70 minutes. Honnêtement, porte à porte, c'est plutôt 1h30, le temps d'installer le patient. C'est des séances de 10 minutes d'ultrasons. On perfuse le patient parce que ça peut faire un peu mal parfois, donc on met un peu de perfalgan, mais c'est tout.
Voilà. Et on met aussi parfois des patchs de défibrillateurs, parce qu'on ne sait jamais, il y a tout de même voilà, des risques parfois d'extrasystole, mais on n'a pas eu de problème à ce sujet-là. Et voilà, et pour finir, je vous donne déjà la fin de l'histoire, on a fait déjà 100 patients dans 4 pays en Europe. Alors, tout ça, donc voilà, vient d'une association entre un médecin, moi-même, et l'École supérieure physique chimie industrielle de Paris, qui a une grande tradition de prix Nobel de physique français, Pierre et Marie Curie, Paul Langevin, Gilles de Gène, et aussi une grande école d'ultrasons qui est par Mathias Fink, Mathieu Pernaut et Michael Tanter, qui est maintenant membre de l'Académie des sciences. C'est des génies des ultrasons, et donc ça fait plus de maintenant 20 ans que je travaille avec eux sur différentes modalités, et on s'est dit on va tenter le coup d'aller traiter cela. Alors nous aussi, effectivement, on a un board et on a été beaucoup aidé, je voulais le remercier, Alain Cribier, qui nous a aidés depuis le début et qui, malgré le fait que, voilà, c'est du Tavier, il s'est dit, malgré tout, voilà, son esprit était ouvert et il nous a aidés, il nous a dit, allez-y, allez-y, alors qu'on avait beaucoup de doutes pendant tout ce développement. Et voilà l'idée. L'idée, c'est que ces ultrasons, c'est pas du HIFU, ça augmente pas la chaleur, c'est des ultrasons à haute intensité, de haute fréquence, qui vont faire des ondes de choc. Et il n'y a pas d'effet entre la sonde et la zone focale, puisqu'il faut une rupture d'impédance pour créer ces ondes de choc. Et ces ondes de choc vont être sur la valve aortique. Vous allez voir, on peut très bien cibler cela. Et ça va favoriser des micro-cracks sur le calcium. Et ces micro-cracks vont rendre la valve moins rigide, pas décalcifiée. Et en la rendant moins rigide, on espère qu'elle va mieux s'ouvrir. Voilà tout le process. Ça n'augmente pas la chaleur locale sur le thorax, ça n'augmente pas la chaleur sur la valve. Il faut bien se préciser, si vous n'êtes pas sur la valve, sur le myocarde, ça peut faire des choses. Et l'idée, encore une fois, c'est de la réparation valvulaire plutôt que du remplacement valvulaire. Donc voilà, on peut, ça c'est sur des bancs in vitro, on peut voilà, voir de la cavitation sur une cusp, sur une autre, si ça veut bien, voilà, ou sur la troisième. Donc on peut vraiment bien viser et choisir la cusp, et vous, en fait, il y a un point de cavitation, et vous le faites bouger dans le plan de l'anneau de la valve aortique. On sait que la valve aortique, elle a une hauteur, et à chaque 10 minutes, vous changez de plan pour aller tapisser toute la valve aortique. Donc les points focaux, ça dépend de la profondeur, mais voilà, c'est 0,7 x 5 mm². Alors, effectivement, il a fallu passer par les fourches codines des études précliniques et des études in vitro. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de modèle de rétrécissement aortique dans le monde animal. Ça n'existe pas. Donc, mon idée était de prendre des bioprothèses calcifiées de patients qui étaient sévères, de les implanter dans des moutons au début, et de faire ça à la Fondation Carpentier, parce qu'on a la chance d'avoir la Fondation Carpentier à l'hôpital Pompidou, et de faire ça en CEC, on a publié ça dans le JACC en 2017, et d'envoyer des ultrasons et de voir ce que ça donne avant et après. Et ça, on a montré que ça améliorait le gradient et que c'était corrélé à la diminution de la rigidité de la valve aortique. Grâce à cela, ils nous ont donné la possibilité de faire 10 premiers patients, 5 à Pompidou et 5 à Amphia. Et on a pu montrer premièrement, c'était une lettre dans Circulation en 2021, qu'on n'augmentait pas, il n'y avait pas, ni mortalité, ni AVC, ni infarctus, parce que bien sûr, c'était la première chose sur laquelle on voulait nous suivre. Et deuxièmement, sur un sous-groupe de patients, on a pu montrer une diminution à un mois de 23% du gradient et de 27% de la surface, une augmentation de 27% de la surface. Je rappelle, on nous avait des patients pratiquement mourants, puisqu'ils étaient contre-indiqués à la chirurgie et au TAVI. La moyenne des surfaces de la valve aortique était de 0,5 cm², j'en avais même un à 0,3 cm². Donc, c'était pas simple. Après, on a eu la chance, on ne s'y attendait pas, d'être accepté dans le Lancet, un Lancet général, sur les 40 patients simplement, avec un suivi à 6 mois. Et là, c'était 3 centres, toujours Pompidou, Amphia et Belgrade. Et on a montré, effectivement, là encore, alors ils ont beaucoup insisté dans Lancet de nous donner tous les détails techniques de la thérapie. Et bien sûr, c'était beaucoup plus la safety que l'efficacité, parce que, encore une fois, c'est des patients prémortels. Mais on a pu montrer, malgré tout, une amélioration et de la surface et du gradient versus l'histoire naturelle. Et le Lancet nous a demandé, puisque ça a été publié, de le faire versus l'histoire naturelle de la maladie. On sait que le RAC serré, ça diminue de 0,1 cm² par an. Donc, tout ce, comme disait M. Cribier, tout ce qui stabilise ou améliore la surface, vous améliorez le pronostic. Donc c'était ça, donc on a montré qu'on améliorait les choses. Et la qualité de vie aussi. On l'a fait même, on s'est amusé sur 3 ou 4 patients de faire, vous savez, le syndrome de AIDS sur le Van Willebrand factor, et on a montré qu'on améliorait, on rétablissait le Van Willebrand factor. Vous savez que c'est un syndrome qui fait que quand on a un RAC, on a une anémie, parce que le facteur de Willebrand se casse, eh bien, on a montré qu'on rétablissait le facteur de Willebrand. Ça a été demandé par la FDA de faire des IRM cérébraux systématiques
pour effectivement montrer qu'il n'y avait pas d'emboles cérébraux. On l'a fait en Serbie et ça a été démontré que pas d'emboles cérébraux non plus. Grâce à cela, on a fait une deuxième étude, je ne sais pas pourquoi ça passe comme ça, c'est pas grave, une étude ce qu'on appelle marquage CE, sur 60 patients, en Allemagne, en Hollande et en France, avec cette fois-ci une machine améliorée qui permettait de l'avoir en biplan, parce qu'on n'était que monoplan avec la sonde d'écho, et donc ça a amélioré un peu la localisation et l'efficacité des bulles. Voilà les centres qui ont été faits, il y a 11 centres en France, en Hollande et en Allemagne. Et voilà la machine. Et voilà comment on fait ça à Pompidou, en ambulatoire, voilà la machine qui existe, qui est là. On met ça sur le thorax du patient, on regarde s'il y a des bulles, et on fait ça par des séances de 10 minutes, et ça scanne la valve, et on regarde, il y a un anesthésiste ou une infirmière anesthésiste. Les résultats à 12 mois versus l'histoire naturelle, ça montrait une amélioration de la surface de 46%, et versus baseline de 23%. Encore une fois, on n'est pas en train non plus d'ouvrir tout. On passe de 0,65 à 0,8, 0,9. Certains sont passés au-dessus de 1, mais on n'est pas du tout dans les résultats du TAVI, vous êtes à 2 cm², mais on était content, et surtout, on était content que personne n'est décédé pendant la thérapie. J'avais très peur de cela. Pas d'AVC, pas d'infarctus, pas de choses pas de nécessité de pacemaker, ni autre. Ça, c'était très important pour nous, parce que c'est des patients ultra fragiles. Donc voilà les résultats après sur les 100 patients, ça revient à peu près au même. Donc on est passé de là, mais bien entendu, c'est pas ça notre objectif, parce que c'est une population petite, les contre-indications, je pense qu'il n'y a même plus de contre-indications maintenant du TAVI et de la chirurgie, et donc le but, et c'est des patients trop graves pour nous, mais il fallait passer par là parce que les agences voulaient d'abord nous donner des patients compassionnels. Et donc maintenant, la target, la cible, ça serait des patients, bien sûr, et ce que nous a poussé notre conseil scientifique, avec des surfaces moyennes, des rétrécissements de 1 à 1,5 cm². On sait qu'il y a beaucoup d'études, il y a des TAVI, mais il y a aussi maintenant des médicaments. Nous, on est centre sur le pélacarsène, qui cible le L-peptide A, avec des rétrécissements ortiques mild to moderate. Donc tout le monde s'intéresse à cela, et on s'est dit, on était vraiment typiquement la technique qu'il fallait faire là-dessus. Et là encore, on a comme objectif d'aller contre l'histoire naturelle de la maladie. Et là, cette fois-ci, dans le moderate, eh bien, c'était publié par David Messika-Zetoun, ça diminue de 0,08 cm², ça augmente de 6 mm de mercure par an. Voilà toutes les études qui sont actuellement sur le moderate. Alors, on a fait des études in vitro, parce que j'ai envoyé un fellow au Mass Général, là où j'étais, pour montrer que, parce qu'on aurait pu penser que les ultrasons accélèrent pas la calcification. Donc, il fallait montrer non plus qu'on ne déstabilise pas la valve. Donc, on a montré que le phénotype des valves, les VIC et les VEC, ne sont pas modifiés par les ultrasons en thérapie. On a même pu montrer, mais je ne vais pas vous montrer là, qu'on améliorait l'ouverture de la valve sur des bioprothèses en in vitro. Et donc, c'est ça qu'on va commencer. C'est un PHRC qui a été accepté, qui va être, et c'est parce que j'ai demandé qu'on fasse finalement, voilà, la vraie étude randomisée en double aveugle pour éviter l'effet placebo. On ne va pas comparer l'histoire naturelle, on y va, on met le patient dans le bloc, on lui met la machine, mais on ne fait rien. On lui met réalité virtuelle, comme ça on ne va pas commencer avec ce placebo, et versus, on fait vraiment la thérapie. Ça va être 250 patients, et il fallait bien fine-tuner la population modérate. On a beaucoup travaillé sur ça, parce qu'on ne voulait pas remplacer le TAVI pour se faire fusiller par le TAVI, et on ne voulait pas non plus remplacer les médicaments. Et donc on a pris des surfaces supérieures à 1 cm², donc vous êtes dans moderate, mais on a pris une Vmax de 2,5 à 3,5 mètres par seconde pour ne pas être trop proche du sévère, parce qu'on va perdre en follow-up, parce qu'on sait qu'il y a 20% des patients de moderate qui deviennent sévères, et à 5 ans c'est encore pire, et donc on ne voulait pas perdre les patients. Donc globalement, ça sera des patients entre 1,2 et 1,5 cm², mais on a pris des Vmax pour être plus simple, parce que les gens, la Vmax, c'est facile, l'équation de continuité, c'est plus compliqué. Allez hop, 2,5, 3,5, au-dessus d'un cm², et des fractions d'éjection normales, donc je m'exclus de toute la population de TAVI, insuffisance cardiaque et autres, et on va randomiser. On va prendre un groupe donc avec sham, la fausse thérapie, un groupe avec thérapie. On va faire la thérapie à baseline à 1 an, et on va faire un suivi à 2 ans, 3 ans, 4 ans, à 5 ans. On va faire une sister study, une étude sœur, la même, au Canada. Notre core lab, on aura un core lab aussi, bien entendu, parce qu'il faut, toutes les études, il y avait un core lab, parce qu'il ne faut pas que les gens soient... donc c'est un core lab fait par Pibaro au Canada, et il sera aveugle complètement, il ne reçoit que les échos, pour ne pas là aussi avoir un billet d'écho, parce que je suis moi-même intéressé à voir finalement
cette affaire, comment ça se passe. Donc ça sera randomisé double aveugle avec un corps externe, avec 2 études, une étude française et une étude canadienne. L'étude française, je l'espère, mais les PHRC, ça met un temps fou. J'espère que d'ici 6 à 10 mois, on commence l'étude française. On va aussi, parce que bien sûr je ne me suis pas arrêté là, voir l'impact sur le cœur, et il se trouve qu'avec les mêmes gens, on a soutenu une deuxième start-up qui s'appelle Imailosonde, on en parlera plus tard, mais qui me passionne, qui évalue par échographie, par élastographie, la rigidité du cœur. On sait qu'aucune modalité actuellement, ni l'écho, ni l'IRM, ni rien, n'est capable d'évaluer la rigidité du cœur. Et en fait, on a développé une machine qui existe, et il y a une étude qui commence maintenant à Boston, qui est sur l'élastographie, c'est que vous voyez le nombre de cisaillements, et la vitesse de l'onde de cisaillement correspond à la rigidité. On vous invitera l'année voilà, prochaine, avec peut-être plaisir, pour parler avec plaisir. On est très content d'avoir l'eau à la bouche avec ça. Voilà, on réserve pour l'année prochaine. La machine existe. Bon, enfin, ce n'est pas le but, c'était simplement montrer. En tout cas, donc merci, voilà, ouais. la conclusion. Ces 100 patients sont faits, 12 centres, 4 pays, et donc on attend maintenant. Le next step, c'est cette étude sur les moderates pour finalement être le juge de paix. On n'est pas seul à travailler là-dessus, parce que beaucoup de gens nous demandent, t'as qu'à faire ça sur le Mac aussi. Eh bien, vous avez une publication récente sur le Mac qui a utilisé les ballons Shockwave qu'on utilisait sur les coronaires, mais qui se sont amusés à augmenter la taille des ballons. Je crois qu'il y a même une équipe française qui fait ça, je crois, à Lyon ou à Marseille, et qui va essayer, chez les RM, les rétrécissements mitraux avec le Mac, eh bien, faire des ondes de choc, cette fois-ci invasifs, au contact du calcium mitral pour aller ouvrir la valve. Et ils ont des résultats très intéressants. Vous voyez les résultats du rouge et du bleu pré- et post-ultrason. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on aurait plein de questions à vous poser. La première, c'est concrètement, en histologie, ça donne quoi? Voilà. Alors, en histologie, très compliqué à évaluer parce que, de ce qu'on nous a dit les pathologies, parce que tu es obligé de détruire la valve. Or, quand ils font de l'histologie, ils enlèvent tout le calcium. Or, moi, c'est le calcium qui m'intéresse. Donc, on a fait du micro-CT, et en fait, ce que ça donne des micro-trous sur le calcium, et d'un gros bloc, tu viens des petits îlots. Mais il n'y a pas de départ important de calcium. Ils nous ont demandé dans les études précliniques de prélever le cerveau, le rein, enfin ils ont demandé de tout faire pour voir si ça embolisait pas. Est-ce que du coup il y a un effet sur la fusion commissurale qui est peut-être indépendante du calcium pour... Alors on n'a pas targeté les rhumatismes articulaires. Ça peut avoir un effet, mais encore une fois, c'est pas destructif. Hein, c'est exactement le shockwave dans la plaque coronaire. Elle détruit pas la plaque, elle ramollit la plaque pour que le stent se... Oui, mais en shockwave derrière, il y a un ballon qui arrive. Donc c'est l'objet de ma troisième question. Oui. Est-ce que vous avez envisagé de coupler ce traitement avec un ballon de valvuloplastie, qu'on revienne aux années 90 à Rouen? Absolument. Et on nous a même demandé, parce qu'on avait peur de faire des AVC, de mettre un filtre sur les carotides avant qu'on fasse la... Comme si c'était un traitement de préparation de la valvuloplastie. La philosophie de toute la boîte et de toute la thérapie, c'est d'être non invasif. Alors, nous, on veut rester sur son invasif. Maintenant, le physicien, le médecin peut, lui, se dire, voilà. Alors, je vous ai donné 7 indications comme en end stage, mais il y a d'autres idées, bien sûr. Préparer la valve au TAVI. Il y a, comment il s'appelle, Lancelotti, qui m'a proposé une étude à Liège pour, oui, peut-être que ça peut améliorer, vous savez, tout ce qui est le problème de paravalvular leak ou de choses comme cela, de halt. Ça pourrait peut-être améliorer les résultats. Ça, on n'a pas travaillé dessus. Il y a de multiples applications possibles. Mais l'idée, au début, c'était de travailler en end stage, de ne pas être concurrentiel du TAVI, parce qu'on n'aura jamais les résultats du TAVI, mais d'aller dans une population moins grave et de ralentir complètement la progression de la maladie. Il y a des questions dans la salle. Je veux savoir juste, avec les plasties, le problème qu'on avait, c'est que ça récidivait. Est-ce que vous avez un recul, savoir si ça tient ce que vous faites? Oui, très bien. Donc il y a eu des patients, ça revenait, effectivement, et il y a eu des patients, on a fait 2 fois ou 3 fois la thérapie sans aucun problème. Voilà. Donc on a fait, moi j'avais un patient qui refusait d'être hospitalisé, donc il se prenait 250 km de borne, il venait le matin, il avait un cancer métastasé, donc il était jeune, il a eu ça 3 fois, et ça s'est très bien passé. Mais encore une fois, il faut faire attention. Alors, on me dit, c'est pas quelque chose de complètement safe. Hein. Il faut être ça dans un ambulatoire, dans un contexte hospitalier, avec, il faut pas s'amuser. Il faut qu'un cardiologue soit là tout le temps de l'intervention. Et quid des patients qui sont peu échogènes? Peu échogène, on fait pas. Ouais. Donc pour l'instant, 0 risque, oui, absolument. Si on voit pas, puisque qui dit peu échogène aussi, c'est les mêmes ultrasons. Dit probablement les ultrasons de thérapie auront du mal aussi à passer. Et donc pas échogène, tu vois pas, tu fais pas. D'accord, je vais
Très bien. On va continuer. Merci beaucoup, professeur merci Messas, beaucoup. pour Merci cette belle beaucoup. Alors, présentation et à l'année prochaine. On va juste très légèrement inverser on va mettre la tachycard d'abord, juste pour alterner une fois rythmo, une fois. Voilà, donc on repart sur la rythmo et après on finira par Dissuax. Donc on va donner la parole à François Massin qui va nous parler aussi d'une entreprise innovante et qui a une place, vous en jugerez, dans l'avenir. Alors, je m'appelle François Massin, je suis cardiologue au CHU de Montpellier. J'ai pas de lien d'intérêt, si ce n'est que je suis quand même cofondateur de la société. Tachycard, c'est la rythmologie connectée et dématérialisée. Je vais vous parler donc d'un problème que vous connaissez bien, c'est le suivi des patients implantés des prothèses rythmiques, donc les pacemakers et les défibrillateurs. Ce sont des prothèses qui ont des caractéristiques qui en font des DMI à part, puisqu'elles sont implantées pour de nombreuses années dans le corps des patients. Il y a un lien émotionnel particulier qui se crée avec le patient. Ce sont des prothèses qui sont, par ailleurs, qui vont devoir être suivies de nombreuses années et remplacées. Et enfin, elles sont connectées. Maintenant, tout cela rend ce suivi qui est particulièrement complexe et avec un afflux de données qui rend les choses encore plus compliquées et qui vont devoir nécessiter, je pense, qu'on consacre un outil numérique vraiment dédié, en tout cas c'est ce qu'on pense, à la gestion de ces patients. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire avec Tachycard. On a pris le patient, on a pris le parcours du patient depuis le préimplantatoire jusqu'au télésuivi. Et on a essayé de repérer tous les points de friction, toutes les zones d'accroche où c'était difficile, où les soignants galéraient un petit peu. Il n'y avait pas forcément d'outils facilitants pour faire ça. À chaque fois qu'on a détecté un point de friction, on a essayé de développer un outil spécifiquement dédié pour ce point de friction. Et on a regroupé tout ça à l'intérieur d'une application web. Et donc, on l'a fait pour essayer de faire communiquer tout le monde autour de ces patients, donc que ce soit les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers généraux, les cardiologues de centres hospitaliers et les cardiologues de ville. Donc ça, c'est vraiment l'objectif final. Le premier constat qu'on a fait, c'est que la carte de porteur de pacemaker, c'était quelque chose qui était un peu désuet, un peu passé de mode. Et habituellement, on avait l'habitude de donner une carte européenne de porteur de stimulateur ou parfois un livret de stimulation cardiaque. Il y a une réglementation européenne qui nous enjoint à donner une carte qui est semi-manuscrite, avec des étiquettes collées, un truc archement compliqué. Et il y a certaines initiatives qui permettent d'imprimer des cartes au bloc opératoire. Nous, on a créé la carte Tachycard qui permet d'avoir des données particulièrement homogènes. Donc c'est une carte qui est au format carte bleue, qui est encodée dans nos locaux et ensuite qui va être au bloc opératoire, appairée avec le patient et avec le matériel qui lui a été implanté. Donc c'est une carte qui se lit à l'aide d'un smartphone. Vous collez la carte bon là ça marche pas, c'est ma carte bleue, mais vous collez la carte au dos du téléphone et vous avez l'intégralité des données concernant l'implant du patient. Et donc on a toutes les données du patient, de l'implant, des implants qui ne sont pas actifs, des implants qui ont pu être éventuellement changés dans notre centre, un patient qui va se faire implanter chez vous, qui va avoir un pacemaker double chambre, et puis qui va aller voyager dans le nord de la France, et qui va se faire implanter en fait un triple chambre, la donnée sera complètement actualisée à l'intérieur de sa carte. Mais cette carte, c'est pas seulement
une information pour les données implantées. C'est beaucoup plus que ça et ça devient un outil de communication avec le patient. C'est-à-dire qu'en scannant sa carte, le patient il va pouvoir avoir accès à une boîte à questions dans laquelle il va pouvoir retrouver toutes les consignes qu'il va falloir, enfin toutes les consignes post-opératoires et comment il peut vivre avec sa prothèse. C'est aussi quelque chose dans laquelle il va pouvoir uploader des données qui vont pouvoir être manquantes pour le suivi, par exemple, où il va pouvoir nous donner des informations concernant son identité ou des choses comme ça, pour pouvoir enclencher un télésuivi et éventuellement même signer le consentement à travers sa carte. Et là où c'est le plus intéressant, je pense, cette carte, c'est le début d'une boucle de rétroaction avec la télécardiologie. Actuellement, les patients, on leur dit « Ok, on vous suit en télécardiologie, vous repartez à la maison ». Et beaucoup sont ceux qui nous disent oui, j'ai le petit boîtier à la maison, mais je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas, est-ce que ça marche, tout ça. Et en fait, alors que les équipes de télécardiologie vérifient ces prothèses et vérifient le bon fonctionnement de ces prothèses, mais ils n'ont pas le retour patient. Et là, avec la tachycard, on va pouvoir, l'équipe de télécardiologie va pouvoir dire « Ok, on a checké votre prothèse », envoyer l'information sur la carte du patient, le patient va pouvoir scanner sa carte, voir son niveau de batterie éventuellement et avoir l'information comme quoi sa prothèse a été contrôlée et vérifiée. À partir de cette carte, autour de cette carte, on a fabriqué un hub tachycard où on a essayé de mettre dans cette application l'ensemble des outils qui permettent à tous les acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur, depuis l'implantation jusqu'au suivi télécardiologique, qui vont pouvoir interagir avec ce hub tachycard et obtenir des informations concernant qui sont vitales. Donc il y a un accès qui facilite l'accès pour la pharmacie, notamment pour la traçabilité. Il y a beaucoup de pharmacies qui se plaignent d'avoir des morceaux de papier sur lesquels on les informe qu'il y a telle prothèse qui a été implantée, les morceaux de papier se perdent. Voilà, donc la pharmacie va pouvoir avoir accès en temps réel aux prothèses qui ont été implantées. La communication qui va être simplifiée avec l'industrie et effectivement des outils qui vont être mis à la disposition du médecin pour la matériovigilance, l'analyse des datas et la génération de comptes rendus d'implantation. Et enfin, on est en train également de développer une plateforme télécardiologique. Alors, cette plateforme télécardiologique, pourquoi est-ce que c'est pertinent ? C'est pertinent parce que, à l'heure actuelle, plus de 400 000 patients sont sans télésuivi en France, sans télésuivi cardiologique. On a un énorme trou dans la raquette sur le suivi télécardiologique, alors que ça fait 15 ans que ça existe. Vous rendez-vous compte que 400 000 patients non télésuivis, ça fait plus de 1000 décès par an et plus de 3500 AVC qui pourraient être évités si on arrivait à suivre tous ces patients. Alors comment on va faire ? À l'heure actuelle, prenons l'exemple d'un centre moyen qui doit suivre 4000 patients en télécardiologie, un centre hospitalier moyen qui a 4000 patients implantés dans sa zone d'influence. Il va fournir un ETP, une infirmière ou un infirmier de télécardiologie qui, pour le coup, ne pourra pas suivre beaucoup plus que 1000 patients à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'il doit aller sur les 5 plateformes constructeurs, il va devoir utiliser des outils médico-légaux, de signature de consentement, des prescriptions, des ordonnances qu'il va devoir aller implémenter sur les plateformes des constructeurs, de la facturation, le dossier patient informatisé, tous ces outils qui font qu'il est perdu et noyé dans une masse informe de solutions informatiques diverses et variées. L'idée de regrouper tous les outils au même endroit, c'est qu'on peut optimiser le workflow pour faire en sorte que cette personne soit capable de suivre non pas 1000, mais 1500 patients, optimiser la rémunération de cette équipe de télérythmologie, parce que la rémunération est complètement déficiente à l'heure actuelle dans bon nombre de centres, et donc pouvoir financer un deuxième ETP. On arrive à 2 ETP fois 1500 patients, on arrive à 3000 patients, et ensuite on implique les correspondants, les cardiologues de ville qui sont rythmo-friendly, qui se sont formés à la rythmologie, qui ont fait des DU de rythmologie, et ensuite, et à la fin de tout ça, on arrivera à suivre l'ensemble, en tout cas c'est ce qu'on espère, suivre l'ensemble des patients implantés en télécardiologie. Donc cette plateforme tachycard, elle est
disponible dans sa version de base à l'heure actuelle, avec qui ressemble à ça, avec la possibilité donc d'avoir un suivi détaillé sur le patient, sur les événements qui ont émaillé son histoire, ses antécédents, la prothèse qui est activée, le télésuivi, les détails du télésuivi, la facturation, la génération automatique des ordonnances, l'inscription automatique sur les différentes plateformes de constructeurs. On est en train de connecter cette plateforme aux plateformes des constructeurs, ce qui n'est pour le coup pas simple parce que ce sont pour la plupart des vieilles plateformes avec des connexions qui sont difficiles à faire. On est en cours, voilà, et on travaille avec eux pour connecter de façon propre ces plateformes. Alors après, nous on a réussi à équiper une bonne partie du pourtour méditerranéen avec nos tachycardes, et ça c'est un super confort. C'est-à-dire qu'on sait, le patient il arrive avec sa tachycarde et on sait exactement tout le matériel qui lui a été implanté. Et notre rêve, entre guillemets, ce serait de pouvoir le faire, d'européaniser ce type de carte, parce que je pense que ça a une vraie valeur ajoutée pour les patients. On est implanté un peu dans le nord et on est implanté un peu dans l'est et dans la région lyonnaise également. Donc on a une vingtaine de centres qui ont la tachycarde. Pourquoi pas vous demain? N'hésitez pas à venir me voir après. La suite, ce sera éventuellement, effectivement, on ne peut pas parler de cardiologie du futur sans parler de traitement et d'intelligence artificielle, avec nécessité d'analyser de façon plus pertinente et de trier de façon plus pertinente les alertes, de prédire les événements de rupture de sonde, de troubles du rythme ventriculaire ou atriaux qui pourraient survenir, améliorer les rapports constructeurs qui, à l'heure actuelle, sont d'une difficulté sans nom à lire. Quand on reçoit, c'est le cauchemar, quand on reçoit l'infirmière de télécardiologie, quand elle nous transmet un rapport, on ne sait jamais où est-ce qu'il faut aller chercher l'information, etc., etc. En conclusion, le futur du suivi des prothèses rythmiques, c'est quoi? À mon avis, c'est l'utilisation de SaaS. Donc les SaaS, c'est les systèmes qui ne sont pas des systèmes dédiés hospitaliers, en tout cas enfermés dans les hôpitaux, mais ce sont des plateformes web. Donc pour plus d'interopérabilité entre tous les acteurs, il faut impliquer tous les acteurs et je pense vraiment que la cardiologie de ville aura un intérêt important pour le suivi de tous ces patients. Et donc, nous, on se propose effectivement de dématérialiser toute cette information et de connecter les soignants entre eux. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette carte et ce système qui se veut fluidifier donc les informations donc la question, premièrement, est-ce que ça va plus loin que le pacemaker? Est-ce que un patient qui est porteur de n'importe quelle prothèse, même du fémur ou d'autres choses, tout serait sur cette carte? Est-ce que c'est où il y a juste les données du pacemaker? Alors c'était l'objet de la boîte au départ, c'était vraiment de remettre tous les implants sur une seule et même carte, et on avait étudié cette possibilité. Après, on se heurte forcément, quand on crée une boîte comme ça, au modèle économique. Et il n'y a pas de modèle économique majeur pour faire ça, c'est-à-dire que les hôpitaux, ils ne sont pas prêts à... Il faut vraiment avoir une valeur ajoutée importante. Et pour faire vivre une boîte, il faut à un moment donné faire rentrer de l'argent, et ce modèle économique-là, on ne l'avait pas. Par contre, je pense que pour toutes les prothèses implantées, ne serait-ce qu'en cardiologie, clairement, il y a la place. Je pense que les coronarographistes seraient assez contents de voir arriver sur table un patient qui a été stenté dans un autre centre quelques mois plus tôt, et de savoir exactement qu'est-ce qui a été mis comme stent à quel endroit, quoi. À l'ère de la dématérialisation, est-ce que vous avez réfléchi finalement
à faire disparaître la carte pour qu'elle soit une carte virtuelle, numérique sur les téléphones des patients. Aujourd'hui, on a presque plus de cartes bleues dans la poche, de cartes Visa. On a tout ça sur le téléphone. Est-ce qu'à un moment donné, une carte, ça se perd ? Bien sûr, je sais bien que ça crée des contraintes avec les différents systèmes d'application, iOS, Android, etc. Mais est-ce que vous l'avez évoqué peut-être pour une étape ultérieure ? Alors clairement, c'est comme ça que ça va évoluer. On ne voulait pas faire quelque chose de trop disruptif non plus et continuer à donner aux patients âgés un support physique. Mais c'est sûr que au final, on peut très bien la faire sauter, cette carte. On pourrait très bien la faire sauter et juste dire, voilà, vous téléchargez juste cette application-là avec ce code. Autre question plus délicate, c'est les relations avec l'industrie. Donc là, moi, je suis pas rythmologue, mais je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 sociétés qui ont leur système de télécardiologie. Comment est-ce qu'ils vous perçoivent ? Est-ce qu'ils vous imaginent comme un partenaire potentiel ? Est-ce que finalement, vous ne pourriez pas être une brique de plus à vendre une solution à un industriel qui l'utiliserait derrière ? Ou est-ce que j'ai compris que vous alliez vendre directement aux hôpitaux votre solution, mais parce que c'est quand même tripartite cette chose-là, on ne peut pas faire les choses les uns sans les autres. Comment est-ce que vous êtes perçu par les sociétés, on peut se le dire ici. D'ailleurs, peut-être que les relations ne sont pas les mêmes avec les différents types de sociétés qui mettent des dispositifs implantables. Alors, avec nous, les sociétés de pacemakers et de défibrillateurs, elles sont plutôt friendly et tout à fait prêtes à collaborer. Elles sont assez open à ouvrir leur plateforme et à partager la donnée. La donnée, il ne faut pas oublier que la donnée, elle appartient aux patients quand même, malgré tout. Et ils sont OK pour connecter leur plateforme et faire en sorte qu'on puisse collaborer à quelque chose. Ils pensent qu'on est entre guillemets un mal nécessaire, c'est-à-dire que les plateformes intégratrices, qu'on appelle plateformes intégratrices, bon, il y a Implicity pour ne pas les citer, hein, mais ça va dans le sens d'un meilleur soin du patient, ça va dans le sens de l'histoire de la prise en charge de ces patients. Donc ils sont pas du tout réfractaires au partage de leurs données et à l'ouverture de leur plateforme. Après, il faut le faire de façon propre, je pense, ce qui n'est pas forcément simple. Les connexions sont pas simples à établir, mais en tout cas, bon, voilà, on a plutôt des très bons rapports avec eux. Ouais, tant mieux. Une question, si on peut donner on va vous donner le micro. Voilà. En cas de vol et de perte, qu'est-ce que ça devient des données sur la carte, données personnelles ? Alors, déjà, la carte, elle est pseudonymisée, c'est-à-dire qu'en la lisant de but en blanc, on a les 3 premières lettres du nom et les 3 premières lettres du prénom, donc on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas relier vraiment directement un patient et le matériel. On peut désactiver la carte, tout simplement, facilement, depuis Tachycard. Depuis l'application, on désactive la carte qui a été perdue et on en recrée une automatiquement avec tout le matériel que le patient a dans son corps. Donc ça, c'est très, très facile à faire. Donc vous avez pensé à tout. Moi, je trouve que c'est intéressant, cette présentation. Vous avez tout à l'heure, pour ceux qui ont vu, on a parlé de Muse. C'est des besoin de traiter des données importantes, de les partager, de profiter qu'on est dans ce monde connecté. Et on va entendre de plus en plus parler de ce genre de solutions, de gens qui travaillent, qui se cassent la tête pour essayer de simplifier la vie, parce qu'on a des moyens de transférer. Alors après, on se heurte à la confidentialité, on se heurte à un modèle économique, on se heurte à plein de choses. Enfin bon, voilà. En tout cas, merci François d'être venu de Montpellier. Je sais que demain matin, tu vas te lever très tôt pour entrer et de nous avoir présenté cette solution qui est en cours de développement, d'installation, et puis vous avez vu d'amélioration. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant... Alors on va maintenant parler d'éducation thérapeutique en maladie coronaire essentiellement. Et pour ce, on va inviter Hugo Weidmann, qui est fondateur de Noctua Care, et Julien Doublet, qui est cardiologue hypertensiologue sur le CHU de Bordeaux. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Et peut-être avant de démarrer la présentation, on avait envie de faire un peu plus connaissance parce qu'on a avec nous un ingénieur, donc avec un auditoire plutôt médical. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer comment, tu as 28 ans, oui. Comment si jeune,
tu as eu l'idée de créer une start-up dédiée à la cardiologie interventionnelle et aux patients coronariens. Alors effectivement, initialement, j'avais aucune raison de travailler en cardiologie, mais je suis quand même très heureux d'être là avec vous ce soir, parce que je suis ingénieur aéronautique et aérospatial, donc ça n'a pas vraiment de lien avec la cardio, si ce n'est peut-être mécanique des fluides, écoulement. Je me suis après spécialisé en sciences des données dans le médical à l'école polytechnique, avant de partir à HEC faire un double diplôme pour me former à l'entrepreneuriat en santé. Et il se trouve que pendant ma dernière année d'études, j'ai perdu en fait à 10 jours d'intervalle mon grand-père puis mon père, donc le père de mon père puis mon père, suite à des récidives d'accidents cardiovasculaires. Et en fait, dans les deux cas, il y a eu des problématiques avec des délais de suivi qui étaient trop longs. C'est-à-dire, il y avait eu une première consultation, on avait repéré quelque chose, une intervention qui a été prévue peut-être trop tard, et dans les deux cas, ils étaient décédés avant l'intervention, ou alors l'intervention avait, même dans un des cas, été tout simplement annulée, faute de créneaux disponibles. Et ça m'a évidemment interloqué sur la question de comment se fait-il que même sur des patients identifiés, on n'ait pas pu éventuellement prioriser les bons patients, on n'ait pas pu s'assurer qu'il y ait une prise en charge qui soit faite dans les temps. Donc évidemment, on était aussi dans le contexte post-Covid où les créneaux de consultation étaient d'autant plus difficiles, d'autant plus restreints. Mais en enquêtant sur le sujet, donc via le cardiologue qui s'occupait de ma famille, qui m'a mis en relation avec des cardiologues exerçant dans d'autres hôpitaux, puis en échangeant avec des patients via des associations de patients, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un problème plus systémique dont va pouvoir nous parler justement Julien, et qui a été à l'origine du coup de la société Noctuacare que j'ai créée fin 2022, et du projet de recherche 18 axes, dont l'objectif est justement de développer une solution d'accompagnement numérique pour les patients coronariens, afin de faciliter au mieux leur suivi et leur accompagnement à distance entre les consultations médicales. Les syndromes coronariens aigus sont bien pris en charge à l'hôpital ou en clinique, mais ensuite, effectivement, ils sont un peu laissés à eux-mêmes et il y a peu de suivi. D'où l'idée de ton outil que tu vas nous présenter maintenant. Peut-être que dans une deuxième partie de ta carrière, tu pourras t'attacher à faire de la politique pour faire supprimer le numerus clausus pour qu'on ait plus de cardiologues. Exactement. C'est un grand sujet, je pense, en tout cas, de favoriser les passerelles entre les métiers d'ingénierie et les métiers médicaux, puisque les métiers médicaux deviennent de plus en plus techniques. Les métiers de l'ingénierie deviennent aussi de plus en plus critiques pour les différents projets qu'on a pu voir ce soir. Donc je pense qu'on a tout à gagner à créer un maximum d'échanges entre ces professions. Et c'est un exemple que j'ai en tête, mais c'est effectivement, quand j'ai pu faire un échange aux États-Unis, j'avais pu visiter le service de cardiologie de San Francisco. Et le chef de l'unité de cardiologie de San Francisco, avant de faire médecine, avant de devenir cardiologue, il avait fait un master de computer science. Donc en fait, il codait lui-même ses solutions de suivi de ses patients. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, le fait d'avoir cette double compétence, à la fois médicale et à la fois technique, ingénieur, pour pouvoir accompagner au mieux les patients. Et donc j'espère qu'on va aller de plus en plus dans ce sens-là. On va te laisser nous présenter cette solution et puis ensuite, Julien va nous expliquer les premiers essais qui vont être testés sur des patients là, prochainement. On a prévu un déroulé des échanges un peu différent, mais moi, je vais vous parler un peu de la situation médicale et qui notamment, d'où l'enquête de Hugo, avec une diapo assez lourde en data. La première est très chargée, mais elle reflète parfaitement bien la problématique de la cardiopathie ischémique aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, c'est 3 millions de patients, c'est plus de 30 000 décès, c'est 250 000 patients hospitalisés tous les ans avec un nombre de syndromes coronariens aigus toujours aussi important. On a 80 000 NSTEMI, 50 000 ST+, avec une prévalence très très forte des facteurs de risque. Je pense qu'on est tous d'accord dans la salle pour dire qu'aujourd'hui en phase aiguë, on est meilleur, on est même très bon. On prend en charge très bien les infarctus en phase aiguë, les patients meurent beaucoup moins qu'avant, donc on est très efficace. On voit d'ailleurs, notamment grâce au maillage du réseau CNCH, qu'aujourd'hui les patients ont accès à l'angioplastie de façon très rapide. En moins d'une heure, 86 patients, en tout cas 86% du territoire est bien maillé, et qu'aujourd'hui, un patient sur deux est pris en charge notamment par le CNCH, par le réseau CNCH, avec une prise en charge en phase aiguë optimale. Là, on est très bon, il n'y a pas de doute. Dans les suites, j'ai un peu plus de doutes, et ça s'exprime par plusieurs chiffres. Et Hugo l'a bien dit, aujourd'hui, avoir un accès chez le cardiologue, c'est difficile, même après un infarctus. Aujourd'hui, il y a des délais assez longs après l'infarctus pour avoir un suivi cardiologique rapide et efficace. Il y a aussi des délais assez longs pour avoir accès au SSR. 43 jours pour entrer moyennement en SSR, mais aujourd'hui, un patient sur 5 après un ST-20 en centre de réadaptation, c'est largement insuffisant, alors qu'il y a aujourd'hui des données
assez évidentes qui montrent que le centre de réadaptation protège les patients vont moins mourir. Et donc les patients ne vont pas assez en centre de réadaptation, ce qui se manifeste dans un premier temps par une mauvaise application chez nos patients des règles hygiéno-diététiques. À 6 mois, il y a plus que 71% des patients qui suivent une activité physique ou une alimentation équilibrée. Ça se manifeste par un très mauvais contrôle de l'hypertension artérielle, ça je peux en parler étant hypertensologue, et aussi par une très mauvaise observance du traitement médicamenteux, notamment le traitement hypolipémiant. Et in fine, la conséquence, c'est malheureusement beaucoup de réhospitalisations, des événements cardiovasculaires à plus de 30% à 1 an après un SCA, révélant en fait l'échec et la situation auquel on est confronté dans les suites de la prise en charge en post-infarctus. Donc face à ce constat qui évidemment est loin d'être optimiste, il y a heureusement des sources d'espoir. Donc ce qui se développe depuis maintenant 2 à 3 ans, et on voit de plus en plus de publications sur le sujet, c'est les thérapies digitales. Donc thérapie digitale, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif médical numérique. De manière plus prosaïque, souvent c'est des applications quand même de haute qualité puisqu'elles sont certifiées, elles sont marquées CE, et qui ont pour objectif de prodiguer des interventions au bon moment auprès d'un patient, lui faire passer un bon message, la bonne recommandation pour lui permettre de venir influer son parcours de soins. Et ce qui a été montré dans les études récemment, c'est qu'à travers des outils numériques, on peut avoir un impact sur l'observance au traitement, sur le respect des règles hygiéno-diététiques, mais on a aussi des études plus spécifiques sur des facteurs de risque cardiovasculaires pris séparément. On a pu montrer que certaines applications, elles pouvaient participer à un meilleur contrôle de la pression artérielle, qu'on pouvait avoir un résultat similaire sur le LDL cholestérol, sur le tabac, sur le poids, la dépression, bref, sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaires modifiables. Pour donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui, donc fin 2024, on recensait un peu plus de 360 thérapies digitales, donc des outils numériques à vocation thérapeutique, avec près de la moitié d'entre eux qui ont bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché avec un remboursement. On a aujourd'hui vraiment un leader sur le sujet en Europe qui est l'Allemagne, avec plus de 56 solutions qui sont déjà remboursées, donc notamment via le dispositif DIGA, donc qui permet la prise en charge anticipée des thérapies digitales. Donc face à ça, l'idée évidemment, c'est pas de rester en reste outre-Rhin, et donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir développer un outil en France dont l'objectif est simple, c'est d'inscrire la prévention cardiovasculaire dans le quotidien des patients. Mais ça nécessite de répondre à un double objectif, à la fois d'aider le patient à atteindre les objectifs thérapeutiques, mais aussi de répondre à ses propres difficultés qui sont parfois bien différentes. Et Julien, si tu souhaites donner peut-être un mot là-dessus. Oui, alors nous, dans notre pratique quotidienne, on s'attache à des éléments très simples, factuels, la tension, le cholestérol, l'hémoglobine glycée, le sevrage tabagique, mais quand même trop fréquemment en consultation, le patient vient sans son ordonnance, sans les automesures, sans la dernière prise de sang, donc on est fréquemment confronté à des consultations où on n'est pas très efficace. Et puis l'autre point, et là-dessus Hugo m'a pas mal sensibilisé, c'est que nous on est très focus sur nos paramètres très objectifs, mais peut-être qu'on n'est pas les plus à même pour écouter notamment les difficultés qu'expriment les patients. Est-ce que moi, en consultation, je vais pouvoir répondre à la problématique du stress et de l'anxiété post-infarctus ? Pas forcément. Est-ce que je vais pouvoir donner les meilleurs conseils sur le plan nutritionnel, sur le sevrage tabagique ? Je reste que cardiologue. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas toutes les cartes en main lors de ma consultation pour accompagner mon patient dans une meilleure prise en charge. Et donc c'est tout l'objet de ce dispositif, cet accompagnant au quotidien pour nos patients coronariens. Et donc c'est ce qui a du coup donné naissance au projet de recherche d'ISUAX, du coup pour accompagnement numérique des patients après un syndrome coronarien aigu, qui du coup lie la start-up NoctuaCare et le CHU de Bordeaux. Donc c'est un projet qui va nous occuper pour les 18 prochains mois, donc pour lequel on bénéficie d'un financement via un appel à projet national de la Banque des Territoires et du groupe Caisse des Dépôts. Et quel est l'objectif de ce projet ? C'est de procéder par 3 temps. On a un premier temps qui est de valider en fait l'ensemble des contenus de prévention cardiovasculaire qui sont aujourd'hui présents dans l'application. Donc on va toucher une vingtaine de sujets. Ça va du coup de comprendre les symptômes de l'infarctus, en passant par le soutien nutritionnel, en passant par l'accompagnement émotionnel, en intégrant aussi la partie socio-professionnelle, donc tous les aspects de la vie du patient qui vont être liés à la prévention cardiovasculaire. On travaille aussi du coup avec une équipe spécialisée du CHU de Bordeaux sur les aspects liés à la théorie comportementale, la théorie interventionnelle de l'application. Donc l'objectif, c'est de voir quels sont les leviers
justement de modifications d'habitude qu'on peut venir implémenter dans la solution pour assurer son efficience. L'objectif, suite à cette première phase qu'on est en train de terminer, ça va être de lancer dans les prochaines semaines une première étude d'adoption. Donc l'objectif, ça va être de mettre notre application pour la première fois dans les mains de patients en conditions réelles, donc une trentaine de patients qui auront tout juste fait un infarctus, et de venir mesurer leur utilisation de l'application, voir s'ils arrivent à activer les bons programmes en fonction de leur profil de risque, et si on a effectivement une utilité, une ergonomie de l'application qui est validée. Et la dernière étape du projet, évidemment, ça sera d'avoir une première évaluation au niveau clinique, où cette fois l'objectif, ça sera de mesurer sur une cohorte plus grande de 200 patients l'impact de l'utilisation de notre solution numérique sur le contrôle des principaux facteurs de risque cardiovasculaire, avec l'idée qu'un patient qui est accompagné pendant 3 mois, avec du coup des informations, du soutien au quotidien, on espère observer un meilleur contrôle de ces facteurs de risque versus les standards qui sont observés typiquement à Bordeaux ou au CH de Pau, qu'on espère aussi intégrer dans l'étude. Donc pour nous, on va dire le motto du projet, la mission du projet, c'est d'orienter le parcours de soins vers une prévention cardiovasculaire plus durable. Donc cette notion de durabilité, de pérennité, elle s'appuie souvent sur 3 piliers, le social, le médico-économique, la sobriété. La dimension sociale, c'est vrai qu'elle est assez difficile à venir intégrer dans le cadre d'une consultation, mais évidemment, selon le statut de la personne, selon si elle travaille, selon si elle est en invalidité, selon si elle a des limitations, elle va être sensible à un parcours qui va être complètement différent. Selon l'environnement physique et social dans lequel elle se trouve, donc est-ce qu'elle a des associations à proximité, des salles de sport ou non, évidemment, il va falloir qu'on adapte les conseils qu'on peut lui faire. On va aussi adapter les contenus en fonction du profil de la personne. Donc typiquement, sur l'activité physique, on ne va pas la présenter de la même manière à une personne qui est marathonien, qui a fait un infarctus, versus une personne qui est sédentaire, qu'on doit réussir à renouer avec l'activité physique. Et il y a aussi toute la partie littératie, où évidemment, on peut avoir des personnes qui ont un niveau d'éducation qui est très élevé, comme des personnes qui ont une maîtrise qui peut être limitée de la langue française, et il faut réussir à l'ensemble de ces personnes à leur faire passer les principaux messages de prévention. Donc évidemment, c'est un gros challenge. Le deuxième aspect essentiel, c'est l'aspect médico-économique. Vous l'aurez compris, dans le contexte actuel où on remet en cause énormément d'acquis, où on remet en cause certains actes, la notion de rentabilité d'un projet, la notion de bénéfice d'un projet, elle est indispensable. Pour nous, la logique aujourd'hui sur laquelle on travaille, c'est de venir travailler sur la réduction du taux de réhospitalisation après un premier accident cardiovasculaire, parce qu'il y a des études qui mesurent à peu près qu'une récidive, ça entraîne entre 10 à 15 000 euros de surcoût ensuite pour le système de santé. Donc l'objectif, c'est de pouvoir compenser le coût de notre solution par une diminution du taux de réhospitalisation. Et enfin, sur le dernier aspect, qui est l'aspect sobriété, on pourrait dire environnemental, c'est tout simplement faire preuve de bon sens et essayer d'être le plus simple possible en termes de solutions, puisqu'on sait que dès qu'on introduit de la technologie, dès qu'on introduit des objets connectés, c'est prétexte à des engagements de la part des patients, des engagements de la part des professionnels de santé. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix aujourd'hui de rester sur une solution le plus possible axée sur une application mobile, puisque 95% des Français ont un téléphone, 91% un smartphone. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de rester sur cette brique qui est présente dans la poche de tous les patients et d'après d'utiliser cette brique pour collecter de la donnée, la mettre à disposition ensuite éventuellement des professionnels de santé via une interface. Donc c'est pas parce qu'on est sobre et qu'on souhaite faire les choses simples qu'on ne souhaite pas non plus aussi utiliser de l'intelligence. Évidemment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est à la mode, on cherche à en mettre un petit peu partout, parfois à outrance, mais je pense qu'elle peut vraiment avoir un bénéfice aussi dans le suivi des patients à domicile, à 2 niveaux. Un premier niveau en facilitant l'interaction du patient avec des outils. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on utilise un téléphone ? C'est en cliquant sur des boutons, en allant chercher de l'information sur une application. Ce qu'a permis ChatGPT et ce que permettent tous les agents conversationnels, c'est d'échanger directement en langage naturel et d'obtenir directement la réponse à ces questions sans avoir à la chercher soi-même. Donc on peut le faire soit par la voix, soit par du texte. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour pouvoir du coup adresser des recommandations hygiéno-diététiques le plus rapidement possible et de manière la plus percutante possible à un patient. La mécanique globale, c'est que plus le patient utilise un agent conversationnel sur notre application, plus nous, on va créer une mémoire de conversation, donc plus on va comprendre qui on a affaire en face de nous, plus on va pouvoir être précis sur nos recommandations. Et l'idée aussi à terme, c'est qu'évidemment, plus un patient utilise l'application, plus il upload des documents dessus, plus il interagit avec,
plus on va pouvoir constituer une base de données importante qui va nous permettre, in fine, de venir gagner en précision sur la stratification du risque du patient post-SCA. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, si vous êtes patient coronarien, si vous avez fait un infarctus, vous êtes déclaré comme étant patient à très haut risque. Sauf que sur 100 patients à très haut risque, à 1 an, il y en a 70 qui ne vont pas être réhospitalisés, il y en a 30 qui vont être réhospitalisés. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut déjà trouver peut-être des signaux faibles dans les données qui permettraient de mieux classifier les patients et de se dire, ce patient-là, vu les indicateurs qu'on collecte sur lui aujourd'hui, on se dit qu'il est quand même un peu plus à risque. Donc ça serait peut-être intéressant de générer une alerte, d'alerter le cardiologue en disant ce patient-là, essaie peut-être de lui trouver un créneau versus a fortiori un patient sur lequel tous les indicateurs seraient au vert, qui serait le parfait élève. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir sa consultation de suivi à 6 mois, à 1 an, si tout est au vert, quitte à libérer du coup un créneau pour un patient pour lequel ça serait prioritaire. Donc voilà pour la logique du projet DISUAX qu'on mène avec le CHU de Bordeaux et au plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? C'est la fin de l'après-midi, alors on a des questions, on a toujours des questions. Dans un premier temps, les contenus que vous mettez pour rendre l'application friendly, qu'est-ce que vous avez prévu de mettre dans l'application ? Alors il y a plusieurs aspects, donc il y a les contenus, déjà on a pas mal de vidéos qui ont été tournées avec des praticiens, des éléments textuels qui sont du coup la base des programmes de prévention qu'on a mis en place. Pour rendre l'aspect un petit peu plus friendly, il y a tout un travail sur de la gamification. Donc, en fait, c'est au jour le jour, on va pousser certaines actions à réaliser par le patient. Lorsqu'il les réalise, il gagne des points. Et ces points lui permettent derrière soit de débloquer une carte cadeau, soit de faire un don à des associations. Et c'est ce qui nous permet aussi du coup d'encourager l'utilisation de l'application par des associations de patients partenaires. Il y a des questionnaires pour valider leurs connaissances, leurs acquis ? Oui, tout à fait. Du coup, sur l'application, on a une vingtaine de programmes. Donc, chaque programme, c'est une thématique donnée. Et donc, par exemple, on a un programme sur l'équilibre alimentaire. Et le programme débute par un questionnaire qui est le questionnaire d'adhérence au régime méditerranéen. Donc, ça permet d'auto-évaluer le patient sur est-ce qu'il est déjà bien équilibré, pas équilibré. Et en fonction de son résultat, on va pouvoir lui pousser certaines informations ou non. C'est vrai que, comme l'a dit Julien, il n'y a pas beaucoup de patients qui vont en rééducation cardiovasculaire à l'issue d'un syndrome coronarien aigu, probablement parce que les gens n'ont pas forcément une grande motivation, et puis surtout le maillage territorial qui fait qu'il y a souvent, les gens ne veulent pas être hospitalisés et préfèrent faire ça à titre externe. Donc c'est vrai que ça fait toujours parfois 50, 60 km pour aller faire sa séance. Et donc là, on sait qu'ils vont partir avec un outil qui va permettre de les accompagner. Ils ne vont pas partir sans rien, avec quelque chose qui va en plus s'adapter à eux. Mais peut-être qu'il faudrait... Enfin, moi, je l'utiliserais bien volontiers. D'ailleurs, on va participer à cette étude avec l'hôpital de Pau. Mais ça peut être effectivement le lien dans le suivi du patient avec peut-être en pointillé des infirmières en pratique avancée qui vont permettre de voir un peu comment la personne a assimilé, a progressé, a appris. Tout à fait. L'implication du coup des IPA, c'est une très bonne question. Il y a déjà des parcours qui existent aujourd'hui de suivi avec des IPA, puisqu'il y a des forfaits qui permettent une consultation trimestrielle avec des IPA. La seule limite qu'il y a aujourd'hui, c'est que la première consultation avec l'IPA doit forcément être en présentiel. Donc c'est difficile du coup de l'accorder avec un parcours en digital. Et pour nous, effectivement, l'idéal, c'est que notre application soit une surcouche logicielle au suivi standard par le cardiologue, les IPA, et que toutes les données qu'on capte via l'application soient des données qui soient mises à disposition des professionnels de santé au moment de la consultation. Une question, Lélie ? Est-ce que vous envisagez une interaction active entre le patient et l'application, ou c'est juste passif, ça veut dire le patient il se connecte, il regarde des vidéos ou un matériel éducatif. Je sais qu'il y a des solutions, on a parlé au DPC de IA aujourd'hui aux États-Unis, à Hippocratic AI, je crois, ils ont une sorte d'infirmière virtuelle qui appelle les patients, ils peuvent interagir par téléphone avec une IA. Oui. Qui leur répond aux questions. Il leur dit oui, j'ai les jambes qui gonflent, vous allez faire ça. Oui, j'ai des douleurs, j'ai des palpitations, vous allez faire ça. Ça veut dire que c'est une interaction avec un non-humain. Est-ce que vous envisagez de quelque chose comme ça dans l'avenir ? Bien sûr, vous êtes un peu au début pour l'instant, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, ou c'est juste une application passive où le patient se connecte s'il a envie, il regarde des vidéos éducatives pour le sensibiliser, juste en passif ? C'est une très bonne question, et je pense que la question qu'il y a derrière, c'est justement l'engagement pour ce type de solution.
Parce qu'évidemment, il y a déjà les profils de patients qui sont les patients bons élèves, qui vont d'eux-mêmes sur la solution et qui du coup l'utilisent naturellement sans avoir besoin qu'on les rappelle, qu'on fasse des systèmes de réactivation. Donc ça, on va dire, c'est une minorité de patients. La majorité des patients, on a soit des patients qui sont dans le déni, donc qui ne vont pas aller naturellement vers ce type d'outils, ou alors des patients aussi qui n'ont pas envie de passer leur vie à s'occuper de la santé. Et donc nous, ce qui est prévu, c'est un système par palier, en disant en fait, on laisse l'utilisation libre de la solution. Par contre, il y a certains critères minimaux dont on a besoin pour typiquement récupérer les résultats des analyses de LDLC à un instant donné, récupérer les données sur la tension à un moment donné. Et donc si le patient ne les fournit pas de lui-même via l'utilisation de la solution, typiquement au bout de 15 jours, on va lui envoyer un SMS vers un lien en disant « Ah, vous avez oublié de renseigner votre tension artérielle, c'est peut-être le moment de le faire ». Un autre point aussi, c'est l'intégration du coup de l'aidant, c'est-à-dire que la personne peut aussi renseigner sur l'application le contact d'une personne de confiance, typiquement le compagnon, la compagne. Et là aussi, nous, si on voit qu'il n'y a pas eu d'activité sur l'application pendant 1 semaine, 2 semaines, on peut envoyer un SMS à l'aidant en disant « Ah, la personne ne s'est pas connectée, vérifiez juste avec elle que tout va bien ». Et du coup, c'est une manière de faire en sorte que la personne revienne sur l'application. Ouais, c'est très séduisant d'entendre tout ça. On a vraiment l'impression que là, c'est sûr que c'est le futur. C'est une certitude pour moi que c'est comme ça que ça va se faire de plus en plus, avec de l'IA qui va interagir, qui va faire un peu le boulot que le médecin ne peut pas faire entre ses consultes. C'est un vrai coach, mais un coach médical avec les limites qu'il ne peut pas lui prescrire, mais il peut lui dire, lui rappeler tout ça. Est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que vous êtes seul sur le secteur? Si vous avez des concurrents, en quoi vous vous différenciez? Très bonne question. Effectivement, on n'est pas les seuls à s'intéresser au sujet, et heureusement, puisque du coup, c'est un sujet qui est énorme. Donc, il y a une thérapie digitale qui est développée par Johns Hopkins aux États-Unis avec la Harvard Medical School, du coup, qui sont les premiers à avoir fait une étude là-dessus, avec déjà des résultats qui sont intéressants. On a aussi un acteur en Allemagne, du coup, qui se positionne sur les thérapies digitales sur les patients coronariens. Avec du coup l'avantage d'un accès au marché qui était plus précoce parce qu'ils ont pris de l'avance sur notre marché. Donc la principale différence pour nous, c'est tout simplement il y a un vrai besoin de s'adapter au marché auquel on cible, d'un point de vue réglementaire, mais aussi en termes de culture de vie, recommandations. Donc pour dire de manière très simple, on ne peut pas parler de la nutrition de la même manière à un Américain et à un Français. Donc évidemment, on adapte le contenu. Et d'un point de vue réglementaire, c'est pas parce qu'une solution a été approuvée en Allemagne qu'une solution a été approuvée aux États-Unis qu'elle est approuvée en France. Et on a eu l'exemple encore récemment, puisqu'il y a pas mal d'acteurs allemands justement qui étaient remboursés, qui ont essayé de basculer et d'obtenir un remboursement en France. Globalement, ils ont tous été déboutés pour des points très techniques liés à la réglementation française. Donc notre seul, on va dire, principal avantage aujourd'hui, c'est l'ancrage avec les associations de patients, les professionnels de santé en France, qui font qu'on espère pouvoir sécuriser notre position en France. Pour conclure, j'avais 2 questions à te poser, très courtes. Oui. Premièrement, dans quelles échéances vous pensez que la solution sera disponible? Et deuxièmement, quel est votre modèle économique? Parce qu'à un moment donné, il faut bien que vous ayez des recettes. Quel est le modèle économique aux États-Unis? Quel est le modèle économique en Allemagne des 2 sociétés qui ont fait des solutions qui se rapprochent un petit peu de la vôtre? Et comment tu l'imagines en France? Qui sera le payeur? C'est ça. Alors du coup, on a l'équivalent du DIGA allemand en France depuis avril 2024 qui s'appelle le dispositif PECAN, donc prise en charge anticipée des dispositifs numériques. Donc pour nous, l'objectif, c'est d'aller du coup vers cette prise en charge sur remboursement, dans l'optique où c'est le seul moyen d'assurer un accès équitable à tous les patients à notre solution, donc sans avoir à payer de sa propre poche. Donc ça, pour nous, l'objectif, c'est d'obtenir ce remboursement d'ici 2027. Pourquoi? Et c'est l'objet justement du partenariat avec Bordeaux. Pour obtenir un remboursement, il faut quand même apporter des preuves cliniques, donc il faut faire des études cliniques, et il faut un marquage CE, il faut travailler sur toute la partie réglementaire. C'est ce sur quoi on travaille. Et par rapport aux autres modèles dans les autres pays, donc en Allemagne, c'est aussi un système du coup de remboursement, mais c'est un remboursement par les assurances privées. Et aux États-Unis aussi, on est sur un système de prise en charge sur les assurances privées, avec la différence qui est qu'aux États-Unis, quand un patient est réhospitalisé, les assurances doivent payer des pénalités. Et donc là, il y a un gain qui est direct pour les assurances, qui est si j'évite une récidive, je ne paie pas de pénalité, donc je souhaite payer pour ce type de solution. Bon, très bien,
En fait, c'est de la qualité et de santé, hein, c'est clair. On est très bon pour faire dilatine coronaire, ça c'est parfait. Le reste, il y a du boulot. Et merci de nous aider à faire tout ça. On va conclure, hein, c'est l'heure. Comme ça, on est dans les temps. Merci à tous les intervenants et à vous de votre écoute. Voilà, vous êtes branchés sur le futur.